Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Alors merci de nous suivre sur les ondes de Canal M. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec une femme qui s'est donnée pour mission d'apporter de l'harmonie dans les familles en travaillant plus spécifiquement avec les parents de la diversité. Myriam Copry a fondé Nunanuk, une clinique psychosociale. Auprès des parents de la diversité, elle fait de l'accompagnement pour favoriser le métissage des pratiques parentales et par le fait même pour que règne une plus grande harmonie au sein de la famille. Et auprès des professionnels, elle explique l'impact de l'immigration sur l'identité parentale pour des services sociaux mieux adaptés. Bonjour à Myriam Copry. Bonjour Marjorie. Alors, quel plaisir de vous avoir à notre émission. Puis merci d'avoir accepté vraiment cette invitation parce que j'ai été vraiment avec la mission que vous vous êtes donnée. J'ai été interpellée par cette mission. Donc, Myriam, vous êtes CEO de Nunanuk, service interculturel. Avant de poursuivre ma question, d'abord, Nunanuk, ça vient des peuples autochtones, c'est quoi? En fait, c'est la contraction de deux mots. Le premier, Nuna, qui veut dire terre en Inuktitut. Oui. Et Nanu, qui veut dire ours polaire. Ah, d'accord. Et l'ours polaire, c'est un être qui a beaucoup de valeurs, c'est-à-dire qui est fort, qui a une grande représentation chez les peuples autochtones. Oui. Et on voit bien dans notre logo l'ours polaire qui représente le parent. Et entre les pattes de l'ours, il y a le petit. Ah, oui. Donc, ça représente les parents qui ont traversé des continents en protégeant leurs petits tout le long de leur parcours. Wow. Donc, on reconnaît en fait l'importance des enfants pour les parents qui viennent d'ailleurs. Ouais. Ah, quel beau clin d'œil. Donc, vous avez constaté le besoin d'accompagner des parents issus de la diversité, de par également votre propre parcours. J'aimerais ça que vous nous parlez de ce parcours d'immigration. Alors, c'est un parcours un peu atypique parce que je suis arrivée à 16 ans au Québec, seule, sans parents. Ah, OK. Oui. Et là, on parle de l'engagement parental parce qu'en fait, ma mère a, pour me permettre d'avoir un meilleur avenir, accepté de se séparer de son seul enfant, l'unique. Wow. Donc, je suis arrivée ici dans une famille à Coteau-du-Lac. Donc, c'est vraiment en région, à l'époque. À l'époque aussi, à l'époque, j'étais l'unique. J'étais l'unique, mais ça s'est très, très bien passé. J'ai été vraiment une période extraordinaire. Et par la suite, je suis partie en France. OK, et là, en France, j'ai rencontré un mari, j'ai eu des enfants, et je suis revenue au Québec. Et ça a été un choc, parce que même si j'avais été scolarisée, même si j'avais eu mes premiers diplômes, même universitaires, revenir en tant que parent, c'était autre chose. Et ça, j'ai ressenti l'écart. OK. Et par ça, vous avez ressenti aussi ce besoin pour vous-même d'être accompagné pour l'éducation parentale? Non, j'étais perdue. J'étais juste en train d'essayer je dirais, de patcher ou de trouver des solutions. C'est simple, hein, je veux dire, écrire au crayon à mine, ça se fait pas chez moi. Donc, à l'accepter que les enfants écrivent au crayon à mine, c'est juste ça. Hein, la première boîte à lunch, moi, mon enfant est revenu avec la boîte à lunch remplie. Moi, j'appelle l'école. Comment ça se fait que vous n'avez pas surveillé la façon dont ils dînent? Aujourd'hui, avec du recul, 26 ans plus tard, on rigole. Mais ne connaissant pas le système, c'est certain qu'on réagit. Et du coup, je l'ai mis à l'école française. Parce qu'il était à l'école québécoise au début. Mais étant donné que j'étais perdue, je me sentais insécure. J'ai préféré le mettre dans un cadre que je maîtrisais. Donc, l'école française. Qui était une référence aussi. Absolument. Donc, les cahiers, la façon d'apprendre, les poésies, tout était connu. Donc, on pouvait transmettre. Donc, c'était moins difficile. Je comprends.
Myriam, nous allons poursuivre par l'écoute d'un témoignage, celui de Kayla, une jeune maman qui a fait appel à vos services. C'est important de l'écouter maintenant parce que ça va nous donner déjà les résultats du travail que vous faites. Oui. Mon expérience en tant que maman immigrante, ça a été vraiment difficile lorsqu'on est revenu il y a 3 ans, donc au début de la pandémie. En fait, ce que moi j'ai essayé de faire, c'était de calquer mon mode de vie en Haïti à Montréal, et j'ai très vite réalisé que ça ne fonctionnait pas. Avoir une maison super nickel, parce que c'est pas moi qui le faisais quand j'étais en Haïti, s'occuper des enfants du matin jusqu'au soir, les préparer pour aller à l'école, c'est un gros défi. Les boîtes à lunch, c'est un défi. L'organisation de la maison, c'est un défi. Les devoirs, c'est un défi. Le coucher, c'est un défi, mais vraiment toute ma vie avait changé lorsqu'on est arrivé à Montréal. Et c'est sûr qu'au début, on n'a pas d'aide parce que la famille n'est pas là, la famille immédiate, donc les grands-parents ne sont pas là pour aider. Il n'y avait pas de tante, d'oncle, et même s'il y en avait, bon, on a de la famille, mais qui habite tellement loin de chez nous que finalement on s'est retrouvé tout seul. Et se retrouver tout seul, à un moment donné, ça veut dire péter les plombs, ça veut dire crier sur les enfants, ça veut dire perdre patience, ça veut dire ne plus être capable de travailler. Même moi, dans mon emploi, c'est super difficile. Et puis, à un moment donné, j'ai passé par une petite dépression, je pense. J'étais plus capable de réfléchir, j'avais plus de patience avec mes enfants au point où je sentais vraiment que je commençais à les détester, et même moi, ça me faisait mal parce que je me dis, mon Dieu, j'aime tellement mes enfants, comment je peux ressentir ce dégoût de les avoir? C'est des sentiments, je suis passée par tous les sentiments, l'horreur, la déception, la peur, la détresse. J'ai beaucoup pleuré, j'arrivais pas à dormir. En tout cas, c'est ça. C'était des moments super difficiles quand on arrive ici au Canada et que on ne sait pas toujours comment s'organiser pour être bien, alors qu'il y a des moyens pour être bien et pour accompagner nos enfants, et nous aussi a les moyens d'avoir ça. Alors je pense que je dois déjà remercier ma coach, Myriam Copri, qui m'avait été référée par une tante. Elle m'a dit, écoute, je suis loin, mais je vais te donner des références. Et c'est comme ça que on a cheminé, et on a commencé par moi-même, parce que c'est sûr qu'il fallait commencer quelque part où le problème était plus profond de mon côté. Il fallait que je me ressource et que je me répare moi-même d'abord. Et par la suite, Myriam a pu m'accompagner pour aider mes enfants. Et j'ai trouvé ça génial parce que des fois, on ne pense pas à toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour y arriver, pour accompagner nos enfants comme il faut et pour y arriver comme toutes les autres personnes qui vivent ici. On se demande, mais mon Dieu, comment ils font? Mais c'est parce qu'ils font différemment que nous. Quand on n'est pas habitué dès le début de notre vie ou d'avoir des enfants au tout début dans un pays comme celui-ci, mais on ne sait pas trop comment faire. Mon conjoint qui ne croyait pas aux psychologues ou à l'accompagnement externe, etc., a fini par adhérer et a beaucoup aimé justement ta façon de fonctionner avec les familles, donc avec nous. Et ça a donné très vite des résultats. Donc on est content parce que ça n'a pas duré 1 an, ça a duré quelques mois. Donc c'est ça. Ça donne vraiment des résultats et ça nous donne une famille heureuse encore une fois, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, on n'était pas une famille heureuse. Et là, on revoit le sourire dans le visage des enfants, de la maman qui n'est plus épuisée. Et j'ai le temps pour moi, j'ai le temps pour faire des choses avec mes amis. Mes enfants aussi, ils sont contents, ils n'ont plus la maman sur le dos 24 heures sur 24, ils deviennent autonomes. Donc tout ça, ça s'apprend avec les conseils et les étapes qu'on suit avec une coach. Je pense que c'est important. C'est pas n'importe qui peut le faire, en fait. Myriam, on vient d'écouter justement les témoignages de Kayla. On ressent un peu toute sa détresse du début, puis après ça, on voit même on entend même le sourire dans sa voix vers la fin lorsqu'elle dit que avoir eu une coach, ça a aidé, etc. Est-ce que lorsque vous rencontrez les parents, est-ce que
ça se passe toujours un peu de cette façon, de la façon qu'elle le témoigne? Mais les étapes sont les mêmes. Donc, je demande toujours aux parents de prendre soin d'eux. C'est sûr, quand ils s'adressent à moi, c'est pour les enfants. Mais je fais toujours l'analogie avec un avion. Okay? Qu'est-ce qu'on dit quand on prend un avion? Il faut d'abord mettre son masque à oxygène avant de pouvoir mettre le masque aux enfants. C'est vrai, oui. Donc, je fais cette analogie, puis je leur demande vraiment de d'abord se pencher sur eux pour ensuite pouvoir aider les enfants parce qu'ils arrivent dans un état d'épuisement. Oui, oui. Mais évidemment, il peut y avoir de multiples problématiques. Donc, ça peut être plus long, mais vraiment, les étapes sont sensiblement les mêmes. Les mêmes, oui. On parle d'épuisement. J'aimerais ça. J'ai lu dans toute la recherche qu'on faisait pour vous recevoir. On parle de burn-out parental. C'est quoi le burn-out parental? Alors, le burn-out parental, déjà, on va se dire que ça touche environ 8% des parents en Occident. OK. En Occident. Oui. Alors, c'est vraiment... on a des chercheurs comme Isabelle Roskam, avec qui je travaille toujours, qui ont fait une recherche là-dessus. Et c'est une problématique qui se situe uniquement dans le rôle parental. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont très bien fonctionner au travail, mais le simple fait d'entendre maman, le simple fait de faire des tâches pour les enfants, ils deviennent comme des automates. Il n'y a plus d'investissement. Okay? Le parent devient même, je dirais, irrité par la simple vue, le ton de la voix des enfants. Donc, c'est vraiment une fatigue qui va se manifester dans la relation et qui peut amener justement une distanciation, ce qu'on appelle une distanciation émotionnelle. Okay? Et l'enfant peut se sentir rejeté. Mais plus le parent est dans cet état, plus un enfant va aller le chercher parce que les enfants, ils savent pas, mais ils ressentent. Voilà. Donc, ils essaient de sortir le parent de cet état. Mais plus l'enfant va faire ça, plus ça va irriter le parent. Alors, l'objectif, c'est vraiment qu'on arrive à rééquilibrer justement ce que le parent, qui il est, qui il veut être, qui il est, de mettre les choses en perspective. Donc, c'est vraiment un syndrome qui est là depuis longtemps, mais qu'on en parle de plus en plus. Exactement. Puis ce que je comprends aussi, c'est que ça touche 8% des parents, que ce soit des parents issus de la diversité ou pas, mais lorsqu'on est parent de la diversité, il y a d'autres éléments qui viennent s'ajouter pour aller vers le burn-out. Alors, c'est une belle réflexion parce que personne n'avait pensé à ça. Et moi, j'ai attiré l'attention des chercheurs sur la situation des parents immigrants ou de la diversité. Et là, nous sommes en train de documenter. Ça commence, parce que justement, ces parents-là ont des facteurs supplémentaires de risque, puisqu'il n'y a plus le réseau. Il faut comprendre le nouveau milieu. En même temps, il faut élever les enfants. Donc ça rajoute des difficultés supplémentaires. Et ce qui a attiré mon attention, c'est qu'en fait, au bout de la ligne du burn-out, ce qu'on voit, c'est que les parents deviennent soit négligents, des parents qui étaient corrects, ils deviennent négligents, ou bien ils utilisent la correction physique. Et moi, j'ai travaillé à la protection de la jeunesse. Et là, je voyais que beaucoup de parents rentraient dans le système, on va dire, étaient signalés pour ces deux motifs-là. Et des parents qualifiés et des parents qui, a priori, n'utilisaient pas, et ils n'avaient pas l'intention de l'utiliser, même s'ils l'avaient connu. Mais voilà, ils étaient arrivés là. Et c'est ça qui a attiré mon attention, en fait. Puis, est-ce qu'il y a une façon de prévenir ce burn-out parental? Qu'est-ce qu'on devrait faire avant? Il faut sensibiliser. Ça, c'est vraiment une question de santé publique. Mais ce n'est pas pris en compte pour l'instant. J'espère qu'un jour, on en tiendra compte, le burn-out parental. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de parents natifs du Québec. Mais au niveau de la population, de la diversité, j'en ai pas beaucoup parce que c'est nouveau comme concept. C'est nouveau. Et si on parle, par exemple, on a tendance à dire, il faut être forte, on est des femmes fortes. Et ça va masquer cet épuisement. Et c'est aussi, dans ma pratique à la DPJ, c'est une jeune maman
deuxième génération. Oui. C'est elle, vraiment, avec elle que j'ai vu le burn-out parental. Deuxième génération. Deuxième génération, quand même. Deuxième génération, avec 2 enfants. La femme forte. Oui, oui, oui. Elle élève ses 2 enfants toute seule. Elle va aux études. Elle travaille. Mais à un moment donné, elle a craqué. Ah oui. Et quand elle a craqué, la DPJ est arrivée. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis, en regardant, parce que je lui ai dit, tu aurais pu aller chercher des ressources. Bien sûr, oui. On s'est organisé. Les enfants vont à l'école, il faut te lier avec les parents et tout cela. Comme ça, vous auriez pu avoir du répit. Et elle m'a dit ceci. Elle m'a dit, si j'avais su, on ne serait pas là. Ouais. Elle ne savait pas, pourtant deuxième génération, mais elle a reproduit ce que sa mère... Exactement, ouais. Donc, ça ne fonctionne pas ici. Là. C'est pas possible. Chacun, comme disait Kéla, chacun a sa vie. Même si elle avait demandé de l'aide de sa sœur, mais sa sœur aussi a sa vie. Oui. Donc, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Et elle voulait une garde partagée. Mais culturellement, c'était mal vu. Oui. Comment? Ce sont tes enfants. Pourquoi tu vas demander une garde partagée? Est-ce que tu es une mauvaise mère? Et elle m'a dit, c'est tout ce que je voulais. Une garde partagée. Et c'est là qu'elle est tombée en épuisement parental. Oui. Mais comme ce n'est pas un concept qui est vulgarisé, elle était considérée comme une mère, c'est vrai, négligente, mais on n'a pas vu la source de la négligence. Et je vois beaucoup de parents comme cela. Ah oui. Et Myriam, vous avez travaillé, oui, on se tutoie, tu vois, à la DPJ. Donc, c'était beaucoup de faits comme ça que vous avez remarqués au niveau des parents de cultures différentes? Oui, bien sûr. C'est certain que ça se voit beaucoup plus, enfin, je l'ai observé beaucoup plus chez les parents plus qualifiés, qui, comme le disait Kéla, avaient un réseau soutenant. Ah oui, OK. Des parents qui se sont presque, je dirais, c'est pas qu'ils s'occupaient pas, mais ils avaient de l'aide pour faire le ménage, pour faire la nourriture, pour aller chercher les enfants à l'école. Eux, ils étaient dans le plaisir avec les enfants. Mais toute la responsabilité, je dis qu'un parent arrive, il représente au moins 5 personnes. Oui. Oui, il a toute la responsabilité de 5 personnes sur les épaules. Sauf que les parents ne le savent pas tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas immigré. En effet. Et c'est quand ils arrivent que là, ils se rendent compte. Mais ils ne peuvent pas réaliser que c'est ça. Donc, ils sont dans l'installation, ils sont dans tout cela, et puis ça déborde. Et puis là, on s'épuise. Myriam Kopri, vous êtes coach en accompagnement parental. Comment s'est dessiné ce parcours-là? Vous avez, est-ce que c'est quelque chose qui est venu à vous ou tout de suite vous êtes défini comme coach pour aider les parents? Non, ça s'est présenté à moi au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Oui. Ouais. Parce que ce que je comprends maintenant, c'est une mission aussi. Hein? Ah oui, tout à fait. C'est arrivé pendant la pandémie, en fait. Ah oui, OK. Oui, je me rendais compte dans ma pratique, à la DPJ, que j'avais un double chapeau, bien sûr, mon mandat de DPJ, mais en même temps, je coachais aussi les parents pour qu'ils puissent comprendre notre environnement, pour prendre les meilleures décisions. Et durant la pandémie, j'ai pris une année sabbatique et j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je peux changer les choses? Parce que je désire changer les choses. Et j'ai commencé à coacher, puis j'ai 2 femmes extraordinaires qui m'ont appelée, dont une ancienne collègue, en me disant « Myriam, on veut faire comme toi. » J'ai dit « OK, venez, je vais vous montrer. » Moi, je me suis dit plus on est nombreux, mieux c'est, parce que le défi est partout. Et c'est ainsi que l'aventure a commencé. Oui, c'est ainsi.
cette belle aventure. Oui. Aujourd'hui, on a une trentaine de coachs. Oui. Oui, qui sont partout au Québec, à Rimouski, la ville de Québec. D'accord. Gatineau, enfin un peu partout. C'est ça. Donc vous avez créé Nunanuk à ce moment-là et avec ces coachs, ces nombreux coachs. Et vous êtes aussi celle qui formait les... Ah oui, oui, tout à fait. Mm-hmm. Parce que il s'est passé, entre-temps, j'ai participé aussi à la création d'un outil. C'est le seul outil qui existe au Québec, qui s'appelle Espace Parents. Et ça a été une collaboration entre les centres jeunesse à l'époque et la TCRI et puis l'Université de Montréal. Ouais. Donc, on a vraiment parcouru le Québec pour créer cet outil afin de soutenir les parents dans l'adaptation de leur pratique parentale. Ouais. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive aux parents? Oui, c'est bien beau, mais quand les parents ont des défis, ils vont où? Donc, j'ai décidé de créer une formation pour les professionnels afin qu'ils soient outillés et qu'ils puissent coacher les familles. OK. C'est comme ça que c'est arrivé. Alors, au début, c'était vraiment des personnes proches, des anciennes collègues, des gens qui étaient intéressés. Et, à ma grande surprise, des gens de France. Ah oui, OK. Oui, se sont intéressés. Donc, il y a des personnes formées en France, en Guyane française aussi, parce qu'en fait, ça concerne l'immigration. Oui, donc, qui se retrouve partout. Partout et puis, dans le monde, voilà, partout. Donc, c'est un sujet qui est planétaire aujourd'hui. C'est le village global. Sauf qu'on n'avait jamais pensé à soutenir les parents. Oui. Donc, Nunanuk, on soutient les parents à travers cette démarche de soutien parental. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi que vous offrez pour les enfants dans l'espace coaching? Comment vous intégrez les enfants dans le coaching avec les parents? On les intègre avec des professionnels destinés aux jeunes. OK. On n'intervient pas, nous, coachs, directement envers les enfants. Oui. Alors, ils ont des médiateurs. Si vraiment on en a besoin, on a eu des situations avec des adolescents, par exemple, mais ils ont besoin de leur espace, de leur confidentialité. Et ça, c'est important. Alors, à ce moment-là, nous, on attribue un spécialiste qui n'est pas un coach. C'est peut-être un médiateur, ça peut être un criminologue. Ça dépend vraiment de la situation. Mais on vient nous soutenir et surtout les parents, leur donner un espace pour qu'ils puissent rentrer dans ce processus. Parce que c'est un processus. Pour un parent, c'est quelque chose de comprendre, j'ai pris la décision de partir. Ouais. Mais dans cette décision-là, je n'ai pas vu que mon enfant sera différent à tout jamais. À tout jamais, c'est ça, oui. C'est un deuil. Oui. Puis les enfants s'intègrent beaucoup plus vite aussi à la société d'accueil que les parents. Alors quelle place qu'ils ont, et ils ont une très grande place, mais ils ne la trouvent pas. Et on leur dit, vous avez cette place de transmettre certaines choses, vous allez faire des choix, mais vous devez transmettre, c'est important. Mais en même temps, il faut aussi laisser la place. Il faut accueillir le Québec. Bien parce sûr. que ça va permettre à votre enfant d'être bien. Mais pour un parent, moi j'ai des parents qui, pour eux, c'est trop difficile. Non, tout à fait. Trop. Dans le témoignage de Kéla, elle témoignait de comment ça a changé sa dynamique familiale. Puis les enfants, il y a plus d'harmonie. Donc c'est quelque chose qui parle. Il y a cette démarche, ce processus à faire, mais en bout de ligne, combien que c'est gratifiant, même salvateur peut-être. Ah, mais tout à fait. Ouais. C'est salvateur. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand des parents deviennent coachs. Oui. Parce que j'en ai deux comme ça, oui. Ah oui, OK. Ah ben oui, ils deviennent coachs et ils savent quel est le processus. Ils ont vu les résultats. C'est ça, oui. Ah ben c'est super. Myriam, vous êtes aussi également conférencière et vous avez donné une conférence qui avait pour thème « Être parent noir, vécu, défis et questionnements ». Parlez-nous, vous en avez brossé quelques-unes au début, mais parlez-nous des défis en particulier que vous avez identifiés chez le parent noir. Alors, la question de la discrimination, ce que je pourrais dire, qui est un défi supplémentaire pour les parents noirs. Et cette hyper surveillance. Okay? Ça a été documenté aussi par Sarah Dufour, où on parle vraiment de la surveillance des familles noires
Et ça a des répercussions. Donc, les parents deviennent plus exigeants envers leurs enfants. Oui. Donc, ils ont peur. Il y a quand même cette réalité. Et surtout, quand on a des garçons. Donc, la question des garçons, tous les médias, ce qu'ils rapportent, ça vient affecter la relation entre les enfants et leurs parents. Donc, c'est vraiment aussi toute une déconstruction parce qu'il faut rassurer les parents. En même temps, quand ils font face à des défis de discrimination, comment aborder ces questions-là? Moi, j'ai des parents qui m'appellent et qui n'ont pas les outils et les mécanismes pour faire entendre leur voix. Donc, nous, on est là aussi pour la défense des droits des parents. Donc, on exerce le droit à l'accompagnement, qui est un droit qui est souvent méconnu, que ce soit à l'école, dans le milieu de santé, services sociaux, qu'importe. Et nous, on exerce ce droit-là. Et les parents noirs sont donc plus surreprésentés, on le sait, dans tout le système. Ça, c'est un des défis. Oui, tout à fait. Puis cette hyper-vigilance que le parent exerce sur son enfant, mais ça vient aussi de son propre vécu, parce qu'il y en a qui viennent aussi de milieux où il y a eu des fois la guerre ou bien des problèmes au niveau politique. Est-ce que tout ça, ce bagage-là, fait en sorte qu'il y a cette hyper-vigilance au niveau de la discrimination, mais de par aussi le bagage du parent? Ah oui, bien sûr. Mais on retrouve les deux cas de figure. On retrouve par exemple des cas de figure où les personnes ont connu la guerre et ont été dans des camps de réfugiés, par exemple. Et là, on va les chercher, puis ils arrivent et ils sont contents. Donc, ils sont loin de s'imaginer qu'ils peuvent avoir des obstacles systémiques. Et quand ils sont face à cela, c'est encore plus douloureux pour eux. Okay? Et souvent, ils n'ont pas les outils pour pouvoir entrer en relation, mais pour se défendre, okay? Pour défendre leur cause. Donc, souvent, ils sont vraiment, vraiment désavantagés. Et on a l'autre cas de figure aussi, où le parent est très qualifié et qui pense que ça va l'immuniser ou en tout cas éviter certains écueils. Et c'est pas le cas. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Au micro avec moi, Myriam Copry, CEO de Nunanuk, service interculturel. Donc, Myriam, on a parlé tout à l'heure un petit peu des différentes cultures. Comment vous arrivez, parce que il y a la résistance, il y a aussi les croyances, il y a les différentes langues aussi. Comment vous arrivez à concilier le tout dans un processus, un programme de coaching? Notre programme de coaching se base sur la reconnaissance. Tout humain, toute personne a besoin de reconnaissance. Oui. OK? À partir du moment où on reconnaît égal à nous-mêmes, je veux dire, le parent qui est en face, sa culture, ses origines, ses valeurs. Parce que les gens mettent beaucoup le mot valeur, mais c'est tradition, c'est coutume. Souvent, ils me disent le respect. Bon. Tout le monde veut ça. Tout le monde. Mais donc, on reconnaît. La reconnaissance, c'est oui, je reconnais, je valide. Tu es une bonne personne, tu es un beau parent, tu as fait ce qu'il fallait jusque-là. Maintenant, on va t'accompagner pour le reste. Juste ça, ça fait 50% du travail. Oui. Parce que quand quelqu'un est reconnu dans sa valeur, sa propre valeur, il s'ouvre. Là, il va parler. Okay. Là, et quand on va en plus
aller dans le même sens que lui, c'est-à-dire la réussite de son enfant. Mais la réussite, ça prend plein de formes. OK? Mais il faut connaître quelle est la forme que le parent lui donne. Et on va faire des liens avec notre société. Oui. On lui donne du sens. Donc, c'est de la reconnaissance pour faire du sens dans nos actions. Oui. Et le parent, vraiment, moi, j'ai très rarement vu un parent qui dit non à cela parce qu'il veut que son enfant soit bien. D'accord. Par contre, s'il y a trop de douleur, c'est trop difficile, il peut ne pas accepter. Ah oui, c'est ça. Vous avez eu des cas où oui, où c'est difficile. Puis aussi des certaines cultures où il y a une résistance même à consulter un psychologue, un psychothérapeute, etc. Donc, l'accompagnement au niveau coaching peut être vu aussi comme ça. Oui, tout à fait. Mais moi, je dis, les difficultés viennent du nombre de pertes. C'est-à-dire, si le départ a été compliqué, si au cours, la personne a été au niveau du travail, c'était compliqué, l'intégration, c'est vraiment quand il y a trop d'obstacles, elle se referme et là, elle se barricade. Ça, et c'est dommage parce que... Ah ben oui. Pour la famille, mais pour les jeunes, pour les enfants. Ah oui, tout à fait. Ça. Et c'est très difficile pour un coach de dire à un moment, on ne peut plus vous accompagner. Ah oui. Oui. Parce que la résistance, elle est trop. Oui, bien sûr. La résistance, elle est... Et souvent, il y a des enfants. Il y a des enfants. Donc, et quand c'est comme ça veut dire qu'on a la DPJ. Oui. Et qu'il faut respecter certaines règles. Il y a des lois. Et on doit laisser partir l'enfant. Ça, c'est terrible. Moi, terrible, oui, ça, c'est terrible. Ouais. Puis, qu'est-ce que vous faites dans le cas où il y a une différence au niveau de la langue, il y a pas encore tout à fait une compréhension de la langue, et puis en plus, il y a, vous rencontrez des parents qui viennent de divers pays, aussi de partout. Donc, à ce moment-là, au niveau des coachs, est-ce qu'il y a des coachs qui parlent... On parle plusieurs langues. Plusieurs langues? Ben oui! Ah, oui, c'est bon. Alors, bon, c'est français, anglais, espagnol, arabe... et différentes créoles, j'ai dit créole? Oui. Non, pas créole. Puis dans le créole, il y a des mais c'est vrai, non, créole haïtien. Oui, créole haïtien. OK, oui. Et puis, il y a des dialectes africains, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a des coachs qui viennent du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, plein de... Oui. Ah, ben c'est bon, c'est très bien. Donc, alors, le parent se sent déjà en pleine confiance, surtout on peut parler de la même langue. Absolument. Bravo. Absolument, oui. Belle mission, vraiment. Ah, merci. Alors, ce que je comprends, c'est une entreprise, Nunanuk. Alors, une entreprise a besoin de revenus. Est-ce que les parents ont les moyens de payer vos services? Oui. Les parents payent. OK. Donc, les parents payent un tarif. C'est sûr et certain qu'on a des cas pro bono. Oui. On en prend parce que, c'est comme cela. Mais les parents, c'est quand même aussi une éducation. Je peux dire que c'est pas facile, mais les parents payent. Et je dirais que notre travail aujourd'hui, c'est vraiment de sensibiliser les parents à s'adresser à nous avant que la situation ne soit complexe. Parce que souvent, quand ils viennent à nous, je dis souvent la maison est en feu. Si tu veux que je répare ça vite. Non, OK, ça va te prendre plus de temps. Donc, dès qu'il y a quelque chose, de nous appeler et on va regarder comment on peut vous aider. C'est vraiment, c'est aujourd'hui, je dirais, oh là là, notre problème majeur, c'est vraiment que les gens, au niveau de la prévention, on n'a pas la culture de la prévention. Mais bon, ça viendra certainement. Ben oui, tout à fait. Je vous écoute, Myriam, et je me dis, pensez-vous, est-ce que vos services devraient faire partie de l'intégration de tout parent immigrant? Faudrait, parce que il y a tellement une aide à l'intégration aussi à ce niveau-là, au niveau de l'éducation parentale. Est-ce que ça c'est quelque chose qui devrait être pris en charge par le gouvernement?
En tout cas, contribuer, peut-être pas totalement, oui. Mais c'est nouveau qu'on commence à penser à la parentalité en immigration. C'est beaucoup plus. Avant, c'était beaucoup plus au niveau intégration professionnelle. Oui. Okay? Donc, c'est nouveau, mais oui, ça aiderait beaucoup les parents d'avoir surtout un service de première ligne avec le rapport Laurent. Donc, on a eu la commission Laurent, oui. qui le dit clairement que pour les familles de la diversité, il faut un espace de médiation. Et oui, nous, on offre cet espace de médiation. Combien de fois on arrive et puis on arrive à faire en sorte que les parties s'entendent parce qu'on arrive à vulgariser les attentes de la société. Et même envers les professionnels, je parle des parents, mais les professionnels aussi. Donc, c'est important d'avoir un espace de médiation. Et nous, on offre cet espace de médiation avec des professionnels qui sont outillés pour comprendre les enjeux reliés à la parentalité en contexte d'immigration. Myriam Copry, vous avez été à la DPJ, puis dans ce rôle, vous avez sûrement vu des cas que s'il y avait eu un accompagnement parental avant, ce cas-là ne serait pas au sein de la DPJ. Est-ce que je me trompe? Ah non, vous ne vous trompez pas. Ça, c'est clair. Énormément de cas. Énormément. Et ça me rappelle un papa qui m'a dit, c'est lui, il m'a dit, mais Myriam, ce que tu me demandes, c'est d'oublier tout ce que mes parents m'ont montré. Alors que ce n'était pas ça. S'il avait eu un accompagnement, c'est ça. Il n'aurait pas été là. Donc, s'il y avait eu cet espace. Mais on confond beaucoup les besoins de protection et les besoins de service pour les parents. Alors, c'est pour ça qu'ils se retrouvent aussi beaucoup en protection. On espère des changements, mais ce n'est pas facile les changements. Mais oui, beaucoup de cas seraient vraiment au niveau des services de première ligne et non pas en protection. Pas en protection. Puis, est-ce que, j'ose demander, est-ce que au niveau de la DPJ, il n'y aurait pas besoin aussi de formation face à cette problématique des différences culturelles ou aussi le transfert de ce qu'on a connu au niveau parental? Oui. Ce serait intéressant, mais il ne faut pas oublier, c'est important. Oui. Oui. Mais en même temps, là, je prends mon autre chapeau. Le mandat de la DPJ, c'est de s'assurer de la protection de l'enfant. De l'enfant, oui. OK? Pas de s'assurer si le parent a bien compris c'est quoi le rôle, et c'est quoi son processus dans son identité parentale. C'est ça, je comprends. C'est ça la difficulté. Et quand on arrive, et ça c'est important, les parents, je leur dis, vous savez, en arrivant, vous mettez les pieds dans un endroit où votre enfant automatiquement va être protégé par la loi de la protection de la jeunesse. Et nous avons signé la convention. Donc, on n'a pas à se demander si le parent, il est dans un processus, c'est ça. Donc, la loi va s'appliquer. Bon, bien sûr qu'il faut avoir du discernement. Mais là, c'est autre chose. Oui. Je comprends. Mais c'est une loi de sol. Oui. C'est une loi de sol. Oui. On a... je sais que pour vous, c'est important la place des parents, de la diversité culturelle. Comment je peux poser cette question? C'est-à-dire... qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus en tant que parent de la diversité? Je sais qu'on en a parlé, mais est-ce que au niveau de la place que devrait prendre ce parent au sein de la société, avez-vous une réflexion là-dessus? Absolument. Les parents de la diversité sont invisibles. Et moi, je veux les rendre visibles. Okay? En tant que parent, moi, je dis j'ai donné 2 enfants au Québec. Okay? Moi, j'aurais pu rentrer chez moi, là. J'ai donné 2 enfants. J'ai une petite fille aujourd'hui qui font partie du Québec. Okay? Donc, j'ai autant de place et on doit m'entendre.
sur mes préoccupations, sur ma réalité, que tous les autres parents. Malheureusement, les parents sont silencieux. Pourquoi? Parce que, ce que j'entends en tout cas, ils veulent que tout soit parfait. Non, tout ne peut pas être parfait pour leurs enfants. Il y a des enfants qui ont des parcours différents. Ça ne veut pas dire qu'on doit se taire. C'est le moment. Parce que sinon, on ne va parler de nous que lorsqu'il y aura des choses négatives. Oui. Et il est temps que nous puissions parler nous-mêmes de nous en tant que parents, de notre réalité, et s'asseoir à la table des discussions. Et il y a je dirais des organisations qui s'occupent des familles, la réalité des familles au Québec, on doit en faire partie. Oui. Là, j'ai organisé le premier salon de la famille, de la diversité culturelle. Ah oui, OK. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, dans le cadre de la semaine québécoise de la famille. On s'inscrit durant cette semaine-là. Et il y avait plein de ressources. Les parents étaient enchantés parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des ressources vers lesquelles ils pouvaient se tourner, parce que c'est des ressources peut-être qui sont proches d'eux pour la langue ou l'origine ethnique ou qu'importe, mais des ressources qui ont été formées ici, qui sont qualifiées, qui ont autant de valeur. Et ça, les parents, nous devons sortir du silence. Si les enfants doivent s'intégrer, c'est par nous. Si on ne se montre pas, ils ne pourront pas s'intégrer. Oui. Puis, alors, c'est une excellente idée parce qu'à travers ce salon-là, on peut justement démontrer que les parents de la diversité ont contribué. Puis j'aime bien quand vous dites vous avez donné 2 enfants au Québec, parce que après ça, ces enfants-là sont complètement dans leur identité québécoise. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et ils n'ont nulle part où aller. C'est ici. C'est ça. Ben oui, exactement. On peut pas leur dire, chez vous. Non, c'est ici. C'est ici. Et je refuse de toutes les manières de leur dire qu'ils ont... Oui, moi, j'ai un ailleurs. Oui. OK, mais c'est ici qu'ils doivent. C'est ici, ah, c'est ça. Oui, c'est important. Puis ça, c'est vraiment important parce que souvent, nos jeunes qui viennent soit très, très jeunes ou bien nés ici, il y a toujours ce dialogue où on leur dit retourne chez toi, mais leur chez eux est ici. Exact. Donc ça fait partie de l'apport que les parents de la diversité donnent aussi tout à fait. Au sein du Québec. Est-ce que tout à l'heure vous avez donné un exemple là-dessus. Est-ce que de cette jeune femme qui était dans le burn-out parental, est-ce que vous avez remarqué, est-ce qu'il y a un transfert de culture à partir de la 2e génération dans l'éducation parentale encore? Oui, bien sûr. Ouais, OK. Oui. C'est pour ça que le rôle parental est important. Parce que justement, si on maintient totalement ces mêmes pratiques, ça va se transférer. Parce que la parentalité, ça se construit par observation. Oui, je vois. Donc, la jeune fille, elle a reproduit. Elle-même, quand elle était petite, sa mère avait été chercher quelqu'un dans son pays pour l'aider à la maison. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été chercher sa sœur. Ah oui. C'est tout. Ben oui. Et elle ne connaissait pas les ressources. C'est un transfert. Donc, il faut vraiment être très vigilant par rapport à cela. Oui. Hey, quelle histoire. Hein, quelle histoire. Alors, Myriam, je sais que vous considérez aussi comme entrepreneur parce que vous avez fondé Nunanuk. Et qu'est-ce que vous me diriez sur le parcours de l'entrepreneur que vous êtes? Ça n'a pas été facile. Non. Ah là, je vois, on se tient la tête. Wow. C'est quelque chose c'est un parcours qui a débuté il y a très longtemps. Okay, j'ai eu une première entreprise, nouvellement immigrante avec des enfants. Oui. Mais je me suis retrouvée en épuisement, sans ressources. Oui. Donc, j'ai abandonné, à mon grand regret. D'accord? Mais c'est avec le recul que j'ai compris qu'est-ce qui s'était passé. Donc là, j'ai attendu que mes enfants soient grands pour pouvoir me lancer. OK? Mais c'est un parcours qui
n'est pas évident, surtout si, comme moi, je suis dans un segment assez nouveau, je revendique quand même, je parle de causes sociales, en fait. Oui, bien sûr. C'est quand même particulier. Donc, c'est vraiment un milieu qui, pour nous, femmes, j'ai envie de dire femmes noires, parce que moi, je suis noire, donc femmes noires... ça nous demande beaucoup plus, parce qu'on n'a pas de modèle, forcément, pas forcément de réseau, parce que pour réussir en affaires, il faut un réseau. En effet. OK? Donc, c'est pas facile, mais c'est faisable. Voilà. Toujours avec moi, Myriam Kopri, CEO de Nunanuk, service interculturel. Alors, Myriam, on a parlé des enfants, on a parlé de la maman, on a parlé des parents en général. Et qu'est-ce qu'on a à dire des papas? Ah, les papas, vraiment. Les papas vivent une situation très particulière. Il y a une chercheure en France qui dit... donc, j'ai oublié le nom, là, rapidement. En fait, les papas, ce sont les plus grands perdants, en immigration. Pourquoi? Parce que déjà, en Occident, la place de l'homme est en train de changer. Tout à fait. Lui-même se redéfinit. On est encore dans ce processus et on a des papas qui arrivent au milieu de ces grands changements. Et donc, ils ne se retrouvent pas. Ils ont moins de ressources. Et on sait que l'immigration va amener beaucoup de changements dans les rôles. Okay? Alors, lui qui avait un rôle, des fois, traditionnel, pourvoyeur, c'est lui, qui était bien. Et puis, tout le monde avait sa part. Le chef de la famille. Le chef de la famille. Il ne se reconnaît plus. Il est même dévalorisé dans ce rôle-là. Et ça va créer vraiment... une situation chaotique chez le père. Chaotique. Ah oui. On a beaucoup de pères en détresse. Énormément. Parce qu'autant les femmes sont soutenues, s'il y a quelque chose, on aura une organisation pour venir en support aux femmes, ce qui est très bien. Les enfants sont aidés, c'est magnifique. Les femmes sont aidées, c'est très bien. Par contre, nous devons aussi aider les hommes. Ah oui. Oui, parce que ce sont les plus gros perdants dans ce processus. Les ressources n'existent pas. Moi, j'ai des hommes, ça m'a brisé le cœur. Hein. Bon, bien sûr, ça va pas dans le couple et tout. Mais sa femme qui me dit, mais mon mari, je sais pas qu'est-ce qu'il devient et tout. Et donc, je lui dis, donnez-moi les coordonnées, je vais quand même voir. Bien sûr. Nous, c'est la famille, même si, il y a des défis. J'appelle monsieur et vraiment, je pense qu'une heure après, monsieur serait plus de ce monde. Ah oui, quand même, c'était incroyable. Moi, j'en ai des frissons en parlant parce que je ne m'attendais pas à voir un homme en détresse comme ça. Ah oui. Un homme qui avait une carrière et qui me dit, je suis tout seul ici, je n'ai personne. Je n'ai personne. Et là, il me parle de tout, qu'il est humilié. Mais ce n'est pas l'humiliation, c'est simplement, il a été dévalorisé. Dévalorisé dans son rôle. Dans sa profession. Dans sa profession. Et dans son rôle de la reconnaissance. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de reconnaissance de notre processus. Et clairement, ce monsieur était sur le point de passer à l'acte. Ah oui. Et moi, je lui ai dit, écoutez, si vous avez besoin de parler dans la nuit, vous m'appelez. Parce que c'est important. Et là, je l'ai référé à des ressources. Oui. Mais il était perdu. Ah non, j'en doute pas. Et puis, est-ce qu'au sein de Nunanuk, vous avez développé un service pour les pères? Oui. Alors, oui, on a un coach et une coach qui sont spécialisés vraiment pour les pères. Pour les pères. Pour la paternité. Oui, ça, c'est vraiment important. Et ça aide dans le processus. Oui. Et moi, je vois la différence, vraiment. Donc, il faut qu'on y pense. Il faut qu'on y pense. L'exclusion du père ou du conjoint, ce n'est pas du tout
positif. Oui, tout à fait. Puis dans le rôle parental, mais aussi dans la relation de couple aussi. Oui, tout à fait. Parce que ça clash avec l'immigration souvent aussi. Est-ce que vous diriez que les femmes s'intègrent plus facilement que les hommes? Oui, bien sûr. Oui, okay. elles trouvent c'est à cause du travail. On a d'abord les enfants parce qu'ils vont à l'école. Les femmes sont prêtes à prendre n'importe quel travail. Les hommes, c'est un peu plus difficile parce que justement, la reconnaissance, tout ce qu'ils ont fait, donc ça devient compliqué. Donc c'est pour cela. Alors ça va venir aussi avec la question du pouvoir. Ouais, en effet. Bah oui, si on a de l'argent, du pouvoir. Et la première des choses que les couples constatent quand ils arrivent, c'est que les allocations, c'est pour les femmes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pour les femmes. Mais il y a des femmes qui n'ont jamais géré le budget. Et elles vont avoir des attentes identiques que lorsqu'elles étaient dans leur pays. Ouais. Et le mari n'a plus les mêmes revenus. Ouais, en effet, oui. Okay? Et pour elles, l'argent des allocations, c'est pour l'université. Elles vont garder. Donc, on a un monsieur qui n'a peut-être plus les mêmes revenus, mais des attentes identiques. Et puis, voilà que les conflits commencent. Ouais. Hein. Donc, c'est une éducation qui doit être faite autant chez l'homme que chez la femme. Oui, en effet. Et chez les enfants qui, des fois, ils pensent qu'ils ont tous les droits. Ben oui. Mais bon, c'est autre chose. Alors, tous les membres de la famille sont à prendre aussi oui, tout à fait. en compte. Myriam, qu'est-ce qui a été plus difficile pour vous lorsque on parle de votre parcours, de votre arrivée, de l'intégration de la femme entrepreneur? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Je vais être sincère et honnête. Le plus difficile, ça a été de constater que j'ai élevé deux garçons. Okay? Oui. J'ai élevé 2 garçons. Et il y a un des deux. Moi, je dirais que c'était l'enfant du Québec. En tout cas, il était bien. Là, oui. Et puis, il a été interpellé par la police. Ah oui. Ouais, une bonne idée de ça. Ça a été difficile. Voilà. Non, tout à fait. Et je vous comprends. Qu'est-ce que vous changeriez dans le parcours? Je prendrais plus de temps avec la famille. Oui. Ouais. Aujourd'hui, je regarde ma petite fille, puis je prends du temps. Oui. Okay, je la vois. Et j'aurais pris plus de temps. Vraiment. C'est comme si les premières années, j'ai pas vu. Non, parce que vous étiez déjà dans le rôle d'entrepreneur, de faire avancer les choses. Oui. Et puis, en plus, c'est que oui, vous êtes entrepreneur, mais ce que je constate depuis le début, c'est que pour vous, c'est une mission. Lorsque vous en parlez, vous êtes animé, puis vous voulez aussi avoir un impact social avec l'entreprise. Absolument. Ouais. Et alors, si on parle d'une boîte à outils pour les parents de la diversité, qu'est-ce que vous aurez mis dans cette boîte à outils pour remettre aux parents? La communication. Alors là, c'est indéniable. Oui. La communication. Ce temps. Okay, même si c'est le petit déjeuner à prendre ensemble. Oui. Juste ça. Mettre des petits souvenirs. On n'a pas besoin d'argent pour cela. Okay. Mais partager un moment, un rituel en famille. Et ça reste, ça marque les enfants. On transmet. Ça, il n'y a rien que ça. Les parents, bien sûr qu'ils veulent le meilleur au niveau de l'éducation. L'école va faire cela. C'est ça. L'école va le faire. Il ne faut pas s'inquiéter. On a quand même un bon système éducatif. Aucune inquiétude. Par contre, les valeurs de cœur. Les valeurs de cœur, oui. Ça, c'est aux parents de le faire. Le partage, la solidarité, l'écoute, le respect de chacun. Ça, c'est aux parents. Et c'est ça, la boîte à outils. Parce que, quel que soit ce qui peut se passer dans la vie, si on a ça dans la famille, elle reste soudée. Et on reste ensemble devant l'adversité. Oui,
Et donc, vous êtes inspirante, Myriam, et puis avec le rôle, cette mission. Une femme, le nom d'une femme qui vous aurait inspiré durant votre parcours. On arrive à la fin. Oh, mon Dieu, le nom d'une femme. Oui. Est-ce qu'elle peut être de ma famille? Bien sûr. OK. Oui. Ma grand-mère. Ma grand-mère maternelle. Mm-hmm. Une femme, le plus, comment dirais-je, le mot le plus impoli qu'elle ait pu dire. Oui. Zut. Ah oui. OK. Zut. Mm-hmm. Mais chaque dimanche, elle recevait, ma grand-mère était une catholique. Oui. Mais chaque dimanche, elle recevait des gens de différentes religions. Mm-hmm. Chacun ouvrait son livre et elle partageait avec eux. Puis à la fin, elle disait, mais c'est la même chose. Je vais rester dans ma religion. mais elle était ouverte. C'est ça. Elle était tolérante. Oui. Et avant de répondre, elle avait une réflexion. Oui. Et ça, pour moi, c'est ce qu'elle m'a légué. Oui. Vraiment. Oui. Alors, sur ces mots, ouverture, tolérance, que votre grand-mère vous a légué, Myriam Copry, je vous dis merci. Merci pour cette belle entrevue, avec cette belle passion qui vous anime. Alors, je rappelle que mon invitée est Myriam Copry, CEO de Nunanuk, service culturel. Ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marjorie Théodore qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, Myriam. Au revoir, Marjorie.